général-major Évariste Kakoulé a pris officiellement ses fonctions de gouverneur de la province du Nord-Kivu. Ce dernier rassure de conquérir toutes les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Mobilisation nationale face à la guerre d'agression, le gouvernement définit les actions prioritaires pour soutenir le fort de guerre. Informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal au Nord-Kivu. Il y a eu une cérémonie de prise de fonction ce vendredi à Béni du nouveau gouverneur militaire, le général-major Évariste Kakoulé, nouvellement nommé par le chef de l'État. Suivez l'extrait de son discours. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en élevant au grade de général-major en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, 148 et numéro 25, 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchilmouami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu jeudi à Kinshasa Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Cette rencontre fait suite à une série d'échanges téléphoniques récents entre le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron. Suivez les détails dans cet élément. C'est une première visite du chef de la diplomatie française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une visite qui fait suite à une série de communications entre les chefs de l'État et son homologue français Emmanuel Macron. Pendant plus d'une heure, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation que vit le pays, marqué par de massacres, des pillages des ressources naturelles et autres violations massives des droits de l'homme. Les chefs de l'État exprimaient ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours des manifestations organisées le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu après l'intensification de l'invasion des troupes rwandaises autour de la ville de Goma. Pour le moment, la RDC attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu.
Lors de son adresse à la nation, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a attiré l'attention de la communauté internationale de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Suivez le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dont cet extrait est choisi pour vous. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose. La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance lance un appel urgent de 22 millions de dollars américains pour apporter une aide d'urgence aux enfants dans la partie est de la RDC. L'UNICEF appelle tout le parti au conflit à mettre un terme aux violences. Suivez ces commentaires de Copain Koutoumissa. Dans un communiqué rendu public le 29 janvier 2025, l'UNICEF s'est dit gravement préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, résultant de l'intensification récente du conflit et de l'augmentation du nombre de déplacés. Donc l'UNICEF lance un appel urgent de 22 millions de dollars américains pour apporter de l'aide d'urgence aux personnes déplacées. Selon l'UNICEF, les violences dans le nord et sud Kivu ont entraîné les déplacements de 658 000 personnes supplémentaires ces 3 derniers mois, parmi lesquels 282 000 enfants. L'intensification des combats à Goma, capitale du Nord Kivu, a contraint des milliers de personnes à fuir à nouveau, quittant les camps des déplacés pour chercher refuge dans d'autres quartiers de la ville. La situation s'est considérablement détériorée, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante, a déclaré Jean-François Basse, représentant intérimaire de l'UNICEF en République démocratique du Congo. La population civile, épuisée par les événements traumatisants, souffre de la faim, de la soif et les familles privées d'accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'Internet se réfugient où elles peuvent pour échapper aux violences. L'UNICEF a reçu des rapports signalant une hausse alarmante du nombre d'enfants séparés de leurs familles ou non accompagnés. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance appelle toutes les parties en conflit à mettre fin aux violences. Le ministre de la Santé publique a lancé une campagne de dons des sangs en faveur de valeureux soldats de FARDC blessés au front. Reportage signé par Ginette Bezot. L'appel lancé par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, pour la collecte de sang en faveur des blessés de guerre a trouvé un écho favorable. Un appel qui met en lumière les efforts des bénévoles et des donateurs qui se mobilisent pour répondre à cette urgence médicale. Pour ceux qui en ont besoin, nous savons qu'ils sont au front. Donc ils ont tout notre soutien. Nous les soutenons de tout cœur et nous les portons.
et les encourageant à ne pas faiblir, à se battre pour l'intérêt suprême du pays. C'est aussi un grand soutien aux forces armées de la République engagées au front pour la défense de la patrie. Tôt ce jeudi 30 janvier 2025, la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, s'est rendue personnellement au Palais du Peuple pour donner son sang et aider les blessés de guerre, une action symbolique et concrète de solidarité et d'humanité. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a non seulement sensibilisé le public à l'importance du don de sang, mais également encouragé d'autres personnes à faire de même. Tous les Congolais et les Congolaises doivent être mobilisés de manière à, d'une manière ou d'une autre, aider le pays, aider nos compatriotes qui sont à l'Est. Et donc pour moi, le fait de venir faire un don de sang, c'est une manière aussi de contribuer à soulager les souffrances de nos compatriotes à l'Est, que ce soit au niveau des FARDC, des Wazalendo ou de la population civile. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, parle d'une crise humanitaire ravagée par des conflits armés et l'agression rwandaise, laissant des milliers de personnes blessées. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, les infrastructures médicales sont débordées avec des bombardements et explosions. Une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir. Au-delà de cet acte de don de sang, le ministre de la Santé publique lance une campagne de sensibilisation sur l'importance du don de sang, une initiative importante et humanitaire en signe de solidarité avec le. Dans un autre chapitre, la première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion avec les membres de son équipe gouvernementale. Objectif, c'est de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son discours à la nation. Pour cette fin, je vous laisse suivre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et la plus nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi au FARDC, où on devait regarder notamment les questions humanitaires. Il y avait aussi la question elle-même de la mobilisation, parce que le président de la République a parlé de la nécessité pour tous les Congolais de se rassembler pour défendre notre dignité et notre intégrité du territoire. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur, des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. Voilà en résumé les contenus de cette réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie qui est pour nous tous un devoir sacré. À Kinshasa, la réunion du Conseil de sécurité provincial présidée par le gouverneur Daniel Bumba décide du maintien de l'interdiction de manifestations jusqu'à nouvel ordre. Le compte rendu est fait par le ministre provincial de l'Intérieur, dont cet extrait choisi pour vous par Ginelle Pézo. Nous venons de tenir successivement une deuxième réunion du Conseil de sécurité de plusieurs en 24 heures. Nous avons fait une lecture de ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui.
Nous avons constaté que la journée était vraiment calme. La population a commencé à vainquer sa population et que les choses sont entrées dans l'ordre. Et pour cela, nous réitérons justement le message du gouverneur qui avait tenu à surseoir toutes les manifestations en rapport avec la situation sécuritaire du pays de manière générale. Bon, je dois vous préciser une chose, c'est qu'il ne s'est pas agi des étudiants de l'ISTA, c'était quelques badauds qui se sont fait passer pour des étudiants et ils ont été maîtrisés pas très loin de là où ils avaient débuté leur manifestation. En ce qui concerne les marches qui ont été annoncées par les étudiants, nous sommes en train de recevoir en ce moment un groupe des étudiants de la ville de Kinshasa à qui nous allons réitérer le message du gouverneur leur disant qu'il y a sur séance, on ne doit pas organiser des marches pendant toute cette période jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. À l'instar d'autres universités du pays, a organisé des journées à l'éveil patriotique à l'agression de la RDC par le Rwanda. L'université des CEPROMA de Bunia n'a pas dérogé à la règle. Le professeur Pascal Cavarios, recteur de cet alma mater, a conscientisé les étudiants autour du thème la territorialité de la RDC en danger. Les précisions avec Naomi Katako. À la solidarité, à l'endroit des commandants suprêmes, mais aussi à l'endroit de nos éléments des FARDC. Pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, le professeur Pascal Dudanga Cavarios appelle la crème intellectuelle à barrer la route aux agresseurs de la République démocratique du Congo. Devant ce qui menace l'intégrité de la territorialité de la République démocratique du Congo, il faut une unité nationale pour que nous puissions faire face à tout ce que les agresseurs veulent nous imposer. Il y a peut-être des divergences de point de vue des uns et des autres, mais l'ère qu'il est, nous devons cesser avec ces divergences pour nous concentrer en développant les stratégies pour que cette expansion de ce qui se passe à Goma ne puisse pas atteindre d'autres provinces. Que vous puissiez être pasteur, étudiant, travailleur, membre des groupes armés, c'est la République qui est attaquée. Et nous devons nous mettre ensemble dans une unité nationale pour sauver la République. Ce message est bien accueilli par la coordination des étudiants dans cette province. Les conflits de l'Ituri et l'attaque rwandaise du Nord Kivu ont non seulement mis en lumière les enjeux géopolitiques régionaux, mais aussi la complicité internationale qui se sent impossible de jouer à deux poids, deux mesures dans la sanction du Rwanda qui viole de façon flagrante la Charte des Nations Unies. Nous réaffirmons notre engagement à défendre la souveraineté de notre pays et à œuvrer pour la justice et à lutter contre toute forme d'agression. L'histoire de notre nation, marquée par la résistance et la résilience, doit continuer de nous guider. Aujourd'hui, on enregistre plusieurs appels à la mobilisation totale. Question de faire échec à l'agression du pays par les terroristes du M23 et leurs alliés. C'est là pour hausser plus haut le drapeau congolais dans tous les coins et recoins de la RDC. À l'international, aux États-Unis d'Amérique, des avions sont entrés en collision au passage d'une vingtaine de personnes étaient repêchées en Ukraine. 3 ans après, les inspecteurs de la guerre se sont sentir les précisions dans ces récits. Peu avant 21h, le vol 5342 et un hélicoptère militaire entrent en collision. Les deux appareils s'écrasent dans le fleuve Potomac. Dans l'avion, au moins 64 personnes, en provenance de Wichita, Kansas. Parmi les passagers, 2 patineurs artistiques russes et d'autres américains. C'est très dur. Nous avons sûrement perdu dans un même instant 60 de nos concitoyens. Bien sûr, je pense aussi aux pilotes, au personnel de bord. Ils faisaient simplement leur travail. Et également, ces militaires que nous avons perdus, ces vies ont de la valeur. C'est vraiment une tragédie.
Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. L'exercice est complexe. Des morceaux de glace flottent à la surface d'une eau à 5 degrés, balayés par le vent. Peu de chances de survie. Plusieurs corps ont déjà été retrouvés. Les 300 pompiers et policiers travaillent dans la nuit noire. L'avion était opéré par PSA Airlines, une filiale de la compagnie American Airlines. Avant tout, je veux vous faire part de notre profond chagrin concernant ces événements. C'est un jour très difficile pour nous tous à American Airlines. Nos efforts se concentrent sur les besoins de nos passagers, de l'équipage, des secours et des familles. Nous collaborons étroitement avec les autorités. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations. Donald Trump réagit immédiatement à travers un communiqué. « Que Dieu les bénisse », écrit-il. Il ajoute ensuite sur les réseaux sociaux que selon lui, la collision aurait dû être évitée. 3 militaires effectuaient un vol d'entraînement au-dessus de la capitale fédérale. Leur appareil, un hélicoptère Black Hawk, comme celui-ci. L'aéroport Ronald Reagan, où l'avion devait atterrir, a suspendu tous les décollages et atterrissages. En 1982, un Boeing Air Florida s'était déjà écrasé dans le fleuve Potomac. La catastrophe avait fait 78 morts. Oleksiy Prikotko replie délicatement ses cartes avant de partir en repérage. Objectif de la journée, continuer de documenter les dégâts environnementaux de la guerre. Direction, la forêt de Sviaty Hory, une réserve naturelle dans l'est du pays, non loin de la ligne de front. Toute la région a pris feu en 2022 et l'année dernière aussi à cause des combats. Tous ces arbres sont morts, ils n'ont plus de sève, ils sont secs et ils sont rongés par les insectes. On va devoir les couper pour pouvoir replanter la forêt un jour. En Ukraine, les impacts de la guerre sont immenses. Les terres arables ont été bombardées et minées, tout comme les forêts. Et même si les combats se sont un peu éloignés, Oleksiy doit faire attention. Ici, les pièges sont quotidiens et le garde forestier doit prendre toutes les précautions. Ce signe indique que ça a été déminé. Du moins, les abords du chemin. À chaque fois que je viens ici, je dois rester sur les chemins balisés. On est toujours en contact avec les démineurs, car c'est nous qui devons coordonner le déminage de cette région. Ils sont des centaines dans tout le pays à relever les crimes environnementaux. Pour Greenpeace, qui a récemment ouvert un bureau à Kiev, il y a urgence. Et en l'absence de chiffres précis, il est nécessaire de réunir des données pour pouvoir un jour lancer une procédure juridique contre Moscou pour écocide. Bien sûr, tous ces crimes environnementaux devront être examinés par un tribunal international. Et la Russie devra payer pour ça. Pas seulement pour la perte des vies humaines, des infrastructures et de l'économie qui aboutit à la destruction d'une nation, mais aussi pour la destruction de l'environnement, dont la préservation détermine l'avenir de la nation. En attendant, Oleksiy et son organisation travaillent sans relâche pour restaurer l'écosystème. 100 hectares ont déjà été replantés sur les 11 500 parties en fumée. Dépolluer l'Ukraine et reboiser ne sont pas seulement des missions environnementales, ce sont des actes de résistance et une promesse d'avenir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Le général-major Évariste Kakoulé a pris officiellement ses fonctions de gouverneur de la province du Nord-Kivu. Ces derniers assurent de conquérir toutes les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Mobilisation nationale face à la guerre d'agression, le gouvernement définit les actions prioritaires pour soutenir l'effort de guerre. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. La famille Ndengo a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille, sœur et mère, Charlotte Mayoyo. Décès survenu le 26 janvier 2025 à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaïng. En attendant le programme, le deuil a lieu sur l'avenue Maloko numéro 98 au quartier Pende dans la commune de Kinshasa. Ces communiqués tient lieu de faire part.
La famille Ebengo annonce aux amis et connaissances la mort de leur fille et mère, Ida Ebengo, décédée le 27 janvier 2025 de suite d'une maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil est organisé au quartier Lagos sur l'avenue Manganga dans la commune de Ntsele. Pour tout contact, plus 243 81 92 74 794. Ces communiqués tient lieu de faire part.